Et ben voilà, je me présente, je m'appelle Florence Arnal. C'est la deuxième Malte Academy que je fais. C'est une bonne occasion de partager ces sujets et puis un peu son domaine de compétences. Voilà. La première avait été sur la stratégie Océan Bleu. Et là, on revient, donc, qui est un sujet un petit peu plus disruptif, on va dire. Là, on revient sur quelque chose de beaucoup plus traditionnel avec la roadmap. Et donc, je vais lancer la présentation. Et là, je ne sais pas si je présente. Alors, action, partager l'écran. OK. Et boum. Partager l'écran. Voilà. Hop. Masqué. Et là, je vais quand même partager quelque chose. Et voilà. Eh bien, on va y aller. Donc, les 12 pièges de la roadmap in a nutshell, parce que naturellement, en une heure, ben, on peut pas, c'est pas comme une journée, hein, donc il va falloir être un peu plus concis. D'où le titre in a nutshell. Alors, comme vous le constatez, la présentation sera en français. Par contre, les slides sont en anglais, c'est plus facile pour moi. Et puis, voilà. Donc, je me présente, je m'appelle Florence Arnal, je suis product manager et product stratégiste. J'ai un passé j'ai toujours fait du product management durant pratiquement toute ma carrière. Pendant longtemps dans les télécoms, 2G, 3G, 4G, Femto. Et puis ensuite, il y a 7 ans maintenant, 8 ans presque, j'ai quitté le monde des télécoms et puis je suis rentré de plein pied dans le monde du soft, du SaaS, du cloud, de la cybersécurité. Et ça m'a ouvert plein de perspectives, plein de nouveaux sujets. Donc, c'est intéressant. Et depuis quelques mois, alors j'ai eu la bonne idée de démissionner juste avant le début du confinement, quelle bonne idée. Mais voilà, donc maintenant je suis freelance et donc je suis inscrite sur la plateforme Malte et je fais des confs entre autres sur la plateforme. Alors, l'agenda de la session. On va beaucoup insister sur, en fait, sur ce que j'ai appelé les dirty dozen, hein, donc les 12 pièges. Mais avant, faut quand même repartir un tout petit peu du début et se demander assez rapidement qu'est-ce qu'une roadmap, qu'est-ce qu'une roadmap n'est pas. Ça aussi, c'est important. Pourquoi s'embêter avec une roadmap? Parce que vraiment, le mot, c'est vraiment, on s'embête avec une roadmap, mais pourquoi il faut quand même la faire? Comment on la construit? Ça aussi, c'est un point important. Et puis ensuite, les 12 pièges sont assez intéressants de se souvenir, même si beaucoup vont vous paraître assez évidents, c'est toujours quand même assez intéressant de les avoir en mémoire, ça va vous rappeler des choses. Alors déjà, qu'est-ce qu'une roadmap? La roadmap, c'est l'essence du travail d'un product manager et c'est une activité de planning qui est conduite par le product team. Alors, quand je dis product team, c'est pas simplement le product manager tout seul dans son coin, dans sa boîte, dans son bureau. C'est une activité de planning, comme je le disais, et qui doit être co-construite avec plein de différents stakeholders, plein de différents participants, même si à la fin, c'est naturellement le product manager ou le business owner de la société qui a le fin mot de l'histoire. Mais c'est une activité collaborative et surtout pas une activité cérébrale que l'on fait tout seul dans son coin. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis la photo de Kennedy. C'est parce que la roadmap, c'est une activité qui découle d'un but qui a été fixé par une autorité supérieure. Et donc la roadmap, c'est le chemin qui permet d'arriver à ce but. Et donc ce but, il doit être formalisé et il est en général pas formalisé par le product manager, mais plutôt par les dirigeants de l'entreprise. Donc on définit le but, on définit les objectifs et ensuite on définit la stratégie. Et la roadmap, c'est une activité purement de stratégie. Donc je rappelle, hein, le but, c'est quelque chose qui est qualitatif. Il n'y a pas de chiffre dans un but. Il n'y a pas d'espace spatio-temporel dans un but. Les objectifs, eux, sont
ont une notion spatio-temporelle avec des limites de temps ou des chiffres sur des quantités, etc. Et la stratégie, eh ben, c'est le chemin pour répondre aux objectifs avec l'objectif d'aller au but. Donc, par exemple, si je donne un exemple, exemple de but très utopique, rendre la planète plus verte. Voilà. Le but, c'est rendre la planète plus verte. Ben, les objectifs, ce sera, par exemple, planter 1 milliard d'arbres par an dans toutes les régions qui en manquent. Un autre objectif, ça pourrait être organiser, faire en sorte que tous les pays du monde, donc les 192, quelque chose comme ça, pays du monde, se rallient à un projet pour pouvoir pour atteindre le but. Et donc la stratégie, ce serait des déclinaisons. Et donc pour suivre le deuxième objectif que j'ai indiqué, eh ben, la stratégie, c'est organiser une COP tous les ans dans un pays différent et on les appellerait COP 21, COP 22, COP 23. Et puis pour les 1 milliard d'arbres, c'est faire un accord stratégique avec des fournisseurs de graines. Et voilà. Donc, il faut vraiment retenir le but, c'est qualitatif, l'objectif, c'est quantitatif, et la stratégie, c'est le chemin pour y arriver. Et la roadmap, ben, c'est un chemin. C'est typiquement une activité de stratégie, puisque par la roadmap, on définit le chemin. Et un exemple qui avait dit Kennedy au début des années 60, en mai 61, quand il a dit que I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, avant que la décennie soit terminée, d'envoyer un homme sur la Lune et de le ramener sur Terre, ben là, on voit bien que c'est un objectif qui a une notion spatio-temporelle très claire dans la phrase. Et donc, la roadmap, ben, ça aura été comment je fais pour envoyer un homme sur la Lune dans la décade. Eh ben, il faut que je construise une fusée que j'appellerai Saturne 5, et puis je vais monter tout un programme, etc. Et des petites phrases que j'affectionne, et en particulier celle de Lewis Carroll, qui dit: si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin va vous y emmener. Donc, d'où l'intérêt de faire une roadmap, parce que la roadmap doit pouvoir tracer le chemin. Et pas de chemin, ben, vous allez à un endroit, ça c'est sûr, mais vous ne savez pas où. Donc, c'est important d'avoir une roadmap. Donc, la roadmap, c'est un plan visuel qui drive une organisation vers le but. D'où l'image pour moi, la roadmap, c'est vraiment le mouvement de pied, le mouvement de jambe du footballeur qui doit taper dans le ballon pour que ça arrive dans les buts. Et la façon dont il tape dans le ballon va faire qu'il va faire une lucarne ou qu'un tir à ras de terre ou qu'il va complètement louper le but, littéralement, s'il tire au-dessus ou à côté. Donc, le mouvement qui est pris, et donc la roadmap permet d'avoir la maîtrise, d'essayer d'avoir la maîtrise pour atteindre son objectif. Donc, dans le roadmap, donc c'est vraiment une vue résumée de beaucoup de choses. Il y a des aspects business, il y a des aspects marché, il y a des aspects de stratégie produit, d'alliance, de voir ce que fait la compétition, et sans oublier, et ça souvent les entreprises l'oublient, les évolutions technologiques. Ou alors on voit deux choses, soit des entreprises qui sont totalement drivées par les évolutions technologiques et qui font plus que ça, et donc qui oublient complètement le marché et quels sont leurs clients. Et puis d'autres qui ont un produit, qui restent droit dans leur botte sur leur produit et qui ne voient pas que ça bouge, que le monde bouge autour d'eux et qu'ils sont en train de louper des trains et plusieurs métros. Donc ça, je l'ai vu assez récemment. Ce sont des choses qui arrivent assez fréquemment.
Il y a plusieurs types de roadmap, hein, et il faut voir que comme c'est un espace spatio-temporel, on peut avoir différents types de roadmap et il n'y a pas de problème d'avoir différents types de roadmap. Le mental il y a une roadmap et il y en a qu'une seule, le one size fit all, non, ça marche pas. Hein. Donc, on va avoir plusieurs types de roadmap. On peut avoir des roadmaps stratégiques qui seront à un horizon, qui peuvent être à un horizon entre 5 et 20 ans ou 30 ans. Je prends par exemple la roadmap et ça va dépendre du produit ou du secteur. La roadmap d'Airbus, il est probable que la roadmap stratégique d'Airbus, elle est sur 30 ans. L'A380, il a dû être décidé au milieu des années 90 pour pouvoir, enfin, ou même au début des années 90 pour pouvoir arriver au milieu des années 2010 sur le marché. Par contre, une roadmap stratégique d'une application pour iPhone, par exemple, on peut imaginer qu'elle aura un espace spatio-temporel beaucoup plus restreint, naturellement, de 2 ans. Et c'est normal. Donc, la roadmap stratégique, il ne faut pas prendre un template qui va de 0 à 20 ans. Il faut vraiment adapter l'axe du temps en fonction du domaine. Ensuite, on va avoir des roadmaps produits. Les roadmaps produits, ça peut être aussi décliné. Ça peut être une roadmap sur le portfolio, quand on a plusieurs produits, une roadmap de marketing. On veut, quelle est la roadmap marketing pour aller vendre le produit? On va commencer à le vendre en direct, puis après, on va peut-être le mettre en online, puis après, on va peut-être mettre avec un réseau de partenaires en one tier, et puis ensuite avec un grossiste, donc en two tier. Alors, les roadmaps technologiques, ou quand on a vraiment un produit beaucoup plus gros, on va avoir une roadmap, un produit soft, par exemple, beaucoup plus gros, on va avoir un roadmap de plateforme qui va sous-tendre différents types de produits. Et puis, dans ces roadmaps stratégiques et produits, il y a des choses qui sont purement internes et qu'on n'a pas envie de partager avec ses clients. Typiquement, dans une roadmap produit, on peut avoir de temps en temps des items qui est corrigez-moi les bugs ou améliorer la satisfaction client ou, je ne sais pas, augmenter le SLA. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire aux clients et donc on va omettre dans la roadmap commerciale qui est celle qu'on peut partager avec des clients ou des prospects. Moi, je suis une fervente militante du fait que la roadmap, ça ne doit pas être quelque chose de caché, ça doit être vraiment quelque chose qui doit être partagé, déjà naturellement en interne, parce que ça drive les équipes, mais aussi en externe avec les clients. On sait, un produit soft en particulier, surtout quand il est au début, si la startup, elle vend à 50% le produit, enfin son soft, et à 50% la promesse de son produit. Et la promesse, elle est représentée par la roadmap. Et donc, voilà, une roadmap, bon, ça, c'est un exemple qui date un peu. C'était une roadmap sur les télévisions connectées, une roadmap stratégique, donc pour les execs, une roadmap produit, on va aller un peu plus, on va commencer à parler produits, hardware, software, avec des versions, et puis une roadmap commerciale, là, on ne parle plus en année, on parle en quarter, et en indiquant, là, voilà, et à tel moment, elle va être disponible, mais il va y avoir une bêta, et puis après, avant, on va faire une démo, et puis finalement, elle va être vraiment GA ou commerciale. Donc, avoir différents types de roadmap, c'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qu'une roadmap n'est pas? C'est pas une liste à la Prévert, c'est pas une to-do list. Hein, voilà. Il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'ils font des roadmaps où il y a tellement d'items qu'on n'arrive plus à les lire. Donc, une roadmap, c'est quelque chose, j'ose pas dire d'assez concis, mais ça doit être lisible et, entre guillemets, simple à lire. On ne doit pas se poser la question de savoir est-ce que je commence à droite, à gauche, en haut, en bas. Ça doit être intuitif. On doit savoir on doit savoir intuitivement comment on doit la lire. Et c'est naturellement pas une to-do de choses à faire. Hein, c'est tout l'enjeu de la roadmap et de ces exercices de synthèse. C'est un exercice de synthèse. On part de beaucoup d'éléments et il faut synthétiser tout ça
en un nombre de mots relativement restreint pour que ça rentre sur un slide et pas écrit en caractère 2 naturellement. Donc, il faut que ça. C'est l'exercice de simplicité et de concision est souvent un exercice très difficile. Donc, une roadmap, c'est pas une to-do. Une deuxième chose, c'est une roadmap, c'est pas un champ de bataille non plus. Donc ça, je l'ai vu très fréquemment, des batailles entre le marketing, le product management et la R&D ou l'ingénierie. Bon, suivant les organisations, on appelle ça différemment, sur ce que doit contenir la roadmap et quels items il faut faire avant, etc. Et souvent, quand il y a des querelles ou que ça se transforme en bataille rangée, entre le marketing, le product management et l'ingénierie, c'est parce qu'il y a un problème d'organisation dans l'entreprise. Et personnellement, je regarde moi la maturité d'une entreprise, entre autres, en tout cas sur le product management, pour savoir à qui est rattaché le produit. Si l'équipe produit ou le product manager est rattaché à la R&D, alors pour moi, ça c'est le degré zéro de la maturité produit. S'il est rattaché au marketing et à la communication, c'est mieux, mais parce qu'on se rapproche un peu quand même du marché, mais c'est pas l'idéal non plus, parce que le product management, c'est pas de la com. Voilà. Et idéalement, une équipe product management, elle doit être attachée au CEO, avec un VP product, comme il y a un VP R&D et comme il y a un VP marketing com. Et donc souvent, si vous rencontrez des problèmes de ce type-là, c'est que le problème, il vient du haut et il ne faut pas hésiter à aller voir le patron de l'entreprise pour aller expliquer la problématique et dire qu'il y a un problème d'organisation, enfin en tout cas, essayer de lui faire passer le message qu'il y a un problème d'organisation, que c'est à lui de le résoudre naturellement à ces niveaux-là. C'est comme pour le but, la roadmap étant une stratégie pour pouvoir accéder, aller au but. Si on n'est pas sûr du but, la roadmap, on va avoir du mal à la faire. Et donc, si on n'est pas sûr du but, il faut se le faire clarifier par la personne qui est en charge. Et la personne qui est en charge, c'est le patron. Il n'y a pas photo. Il ne faut pas aller chercher le VP Sales ou le VP Customer Success. Non, c'est le patron qui doit dire quel est le but de son entreprise, son ambition, sa finalité. Alors, pourquoi s'embêter avec une roadmap? Naturellement, c'est un outil pour aligner tout le monde sur la stratégie du business. Les entreprises font du business. Le but, c'est quand même de faire un minimum de profit. Donc, il faut bien avoir ce côté client et ce côté marché et business. Et donc, la roadmap sert à ça. Donc, on va aligner le business. Et pourquoi? Pour aller chercher la valeur vers les clients et la valeur business du produit. Et pour ça, il faut donc prioriser les activités qui vont ramener le plus, maximiser cette valeur client et business. Ça, c'est vers l'extérieur. Mais vers l'intérieur de l'organisation, c'est pour aligner les équipes. Il n'y a rien de pire qu'avoir des équipes d'ingénierie qui sont désœuvrées parce qu'ils ne comprennent pas où on va. Donc, la roadmap, c'est aussi un moyen de remettre tout le monde dans la même course pour pouvoir aller dans la même direction, pour pouvoir atteindre ce but qui est naturellement, pourquoi s'embêter avec une roadmap? C'est pour aller vers les business goals, le fameux but ou les fameux buts qui ont été indiqués au début. Et tout part de ces fameux buts. Alors, je vais être assez rapide sur cette partie-là, comment construire une roadmap, parce qu'après, déjà le temps passe. À la surface, c'est un process assez simple. Hein. Quand on le dit comme ça, on prend la liste des requirements, hein, voilà, des announcements, on les priorise,
On met ça dans un espace-temps, donc on les schedule, et puis ensuite on partage la roadmap. Donc en théorie, c'est pas compliqué. En pratique, ça l'est beaucoup plus. Alors, en pratique, ça l'est beaucoup plus parce que, en fait, on va collecter des besoins. En fait, on va faire une priorisation. Ensuite, on va les scheduler. Et puis, ensuite, on va s'apercevoir que c'est pas bon. Donc, on va reprioriser, on va rescheduler. Et puis, on va recommencer, reprioriser, rescheduler, voir plein de gens. Et puis, à un moment, il va falloir la faire approuver. Et ensuite, on va pouvoir la partager. Et ce temps-là, ça ne se fait pas sur un coin de table. Comme je le disais au début, il va falloir parler à beaucoup de gens différents, qui ne seront pas toujours en votre faveur, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va falloir les convaincre. Il va falloir faire en sorte que ceux qui sont des anti deviennent au moins des passifs, pour pas qu'ils vous scient la branche. Donc tout ça prend du temps. Et en fait, le processus de road mapping, il est jugé, et ça, c'est un cabinet de conseil en Australie qui l'avait dit, qui avait fait une enquête auprès de ses clients. Ses clients trouvaient que finalement, l'activité de road mapping, le process de road mapping, c'était compliqué. Souvent, on oublie des items un petit peu sur le côté parce qu'on ne sait pas où les mettre. Et puis, en fait, si on les mettait, on s'apercevrait que ça mettrait tout en l'air. L'histoire des multiple timescales, c'est ce que je disais avec les différents types de roadmap. Il ne faut pas hésiter à avoir des roadmaps avec des espaces-temps différents. Le fait que ceux à qui on parle, ils ont envie de voir leur item en particulier, même si un autre trouve que c'est un item soit pathétique, soit insignifiant. Donc, on peut imaginer d'avoir différents types de roadmap pour faire plaisir à tout le monde, mais il ne faut pas tomber dans ce piège non plus. Comme on veut mettre trop de détails, eh bien, ça devient difficile à lire et on n'a plus cet aspect haut niveau. Donc, tout ça, ce sont aussi des pièges. Et puis, en général, dès que j'ai fini, elle est à mettre à la poubelle. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent, de toute façon, dès qu'elle est finie, je la mets à la poubelle. Elle devient obsolète, donc c'est même pas la peine de commencer. Si, parce que de toute façon, c'est un exercice qui est sain de faire une roadmap. Alors, je vais juste te donner un truc pour pouvoir faire des roadmaps un peu de façon efficace. C'est de définir des roadmap drivers. Ça aide à passer d'un monde où on est un espèce de nuage avec plein de demandes à un résultat structuré. Et dans mon exemple de la télé connectée 4K, 5, 8K, etc., on pouvait se retrouver avec plein d'items différents et se retrouver avec quelque chose dont on ne sait pas quoi en faire. Boum, on définit des drivers et à partir du moment où on a défini ces drivers, et donc là, il faut bien réfléchir, eh bien, on va pouvoir catégoriser déjà suivant les fonctionnalités qu'on a collectées à droite, à gauche. Donc, identifier les items qui vont structurer la société, la value propre, les aspects techniques, la vision stratégique, donc très long terme. Ça va définir les roadmap drivers et on va pouvoir en valider le bénéfice et donner des priorités à un niveau driver, ce qui va aider, qui va mettre un niveau supérieur et qui va aider à prioriser. En tout cas, les grosses masses. Alors, avant sur les… Ouais, j'en parlerai plus tard. Alors, quelques usual pitfalls, mais qui sont classiques et qu'on peut mettre à peu près dans n'importe quoi, et la roadmap ne fait pas exception. Cherchez la perfection. Donc là, si vous cherchez la perfection, vous n'arriverez jamais au bout parce que on est dans un monde imparfait et que c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, il ne faut pas attendre que ce soit parfait. Vraiment, vous ne démarrerez jamais le passage à l'implémentation ou à l'action. Donc, il faut faire une balance entre ce qui est acceptable et ce qui est parfait, en essayant d'être le plus parfait possible. Mais il ne faut pas aller chercher le 0,01% qui va vous prendre 3 ans, alors que, bon, sans 0,1%, on peut commencer tout de suite.
Alors, mes 12 erreurs. Alors, pourquoi je l'ai appelé Dirty Dozen? Parce que les 12 erreurs, ça m'a fait penser au film sur les 12 salopards. Donc, d'où la référence au film Les 12 salopards et les noms des acteurs. Premier de ces 12 erreurs à ne pas faire, c'est ce que je disais au début, pas de goal stratégique. Donc, si vous n'avez pas de goal stratégique, c'est même pas la peine de commencer. Pour le coup, là, c'est pas la peine de commencer un exercice de roadmap parce que ce que vous ferez, si vous arrivez à quelque chose, bon, vous arriverez jamais à le justifier parce que vous pourrez pas l'expliquer par rapport à un but stratégique s'il n'y a pas de but stratégique. Donc, pourquoi sont des questions qui doivent revenir très régulièrement dans la bouche d'un product manager à en devenir pénible, hein, pour être clair. La deuxième erreur, c'est de prioriser à l'instinct. Donc, on a tous un instinct, il peut être très sûr, il peut être pas sûr, mais il y a beaucoup de gens qui ont un instinct très sûr. Mais même cela, il faut quand même pas utiliser uniquement son instinct, parce que votre instinct, il vous est personnel, et à un moment, vous devrez engager des stakeholders et des gens qui vont faire et que vous devrez convaincre. Donc, pour ça, le mieux, c'est il faut utiliser une méthodologie, parce que vous aurez du mal à justifier que votre instinct est le meilleur du monde. Donc, si on vous demande pourquoi et que vous répondez juste parce que je le sais, bah, ça passe pas. Donc, pour prioriser, il y a plein de méthodes. Donc, moi, j'utilise Bang for Buck, d'autres qui ressemblent à du RICE. Donc, le Bang représente la valeur. Le for, c'est pour dire diviser. Et puis, le buck, ça représente le coût. Donc, valeur divisée par l'effort, ça doit donner la priorité. Et le RICE, c'est une méthode dérivée, ça revient à peu près au même. On regarde trois aspects, le reach, l'impact, la confiance que l'on a, et puis on divise par l'effort. Donc, si on dit, je ne sais pas, par exemple, la feature Toto, elle va toucher en reach 100% de mes clients, en impact, elle va avoir un impact très fort, et je suis à 80% sûr de moi et que ça coûte pas cher. Alors, bien sûr, le ratio RICE, il va être très élevé, et dans ce cas-là, la priorité va être très élevée. Et donc, ça, c'est une méthode très simple, le RICE, Reach, Impact, Confidence. Vous faites un petit tableau Excel, en ligne vos fonctionnalités, en colonne Reach, Impact, Confidence, Effort, et puis ensuite la multiplication, et vous aurez un score. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à trier vos listes de fonctionnalités sur ce score, du plus élevé au plus faible, et vous avez une priorité. Et cette priorité, eh bien, elle est justifiable, parce que vous pouvez montrer, vous pouvez expliquer aux stakeholders et aux personnes que vous allez engager, j'ai utilisé cette méthode, Reach, Impact, Confidence, voici les chiffres que j'ai donnés. Vous pouvez même essayer de faire participer les gens à la construction de ces chiffres, et en général, ça marche très bien. Alors, je sens que il y a des trucs qui bipent, donc je vais les regarder. But égale vision, oui, voilà. Et je vais remettre le slide pack. Confidentiel. Voilà. Donc, le deuxième piège, c'est vraiment d'utiliser une méthode pour pouvoir prioriser. Autrement, vous aurez du mal à justifier. Et personnellement, moi, ça fait 25 ans que je fais du product management. La méthode mathématique, au moins, entre guillemets, ça ne se discute pas. Et on peut ajuster les paramètres, mais autrement, c'est des mathématiques. Et là, 2 x 3 égale 6, ça ne fait pas 5, et ça s'explique. Par contre, l'instinct ou le je pense que, ça passe pas. Troisième piège, très souvent, se sous-estimer ou se surestimer.
il faut être fair. Hein, il faut essayer, et c'est un exercice qui est difficile, hein, il faut être fair avec quand on fait des estimations, ne pas essayer de se faire influencer. Et en particulier, quand on est product manager et qu'on commence à travailler sur l'aspect roadmap, on a en tête une idée de la roadmap idéale que l'on voudrait avoir. Et cette pré-roadmap, ce sentiment de pré-roadmap, il peut perturber votre jugement. Et donc là, il faut faire très, très attention d'essayer de vraiment séparer les choses et de se dire, je fais le travail, entre guillemets, besogneux, et ensuite, je vois quel est le résultat. Et pas, j'ai un résultat et j'essaye de faire un espèce de reverse engineering. Donc, quand vous avez des estimations, si c'est vous qui les faites, si vous les demandez, challengez-les ou challengez-vous pour être sûr que ce que vous donnez comme chiffre, vous pouvez le justifier et que vous pouvez et qu'il est fair, quoi. Il est fair. Quatrième point, trying too hard to please. Alors, j'adore ces petites images de chat. Les roadmaps, ce n'est pas un popularity contest. Il ne s'agit pas de, parce que j'ai interviewé 10 stakeholders et que chacun m'a donné 10 items, alors il faudrait que j'ai 100 items dans la roadmap. Non. Un product manager, c'est là pour faire des choix, ou en tout cas reporter des choix à faire peut-être à une autorité supérieure, mais c'est sûrement pas une roadmap n'est pas une popularity contest. Et naturellement, en tant que product manager, vous allez être surchargé, vous allez être sous l'eau avec plein de gens qui vont vous demander, il me faudrait ci, il me faudrait ça, tel client va nous lâcher si on n'a pas ça, ou mais qu'est-ce que j'ai entendu encore mon équipe, là j'ai une petite équipe de 3 personnes, ils s'ennuient un peu, ce serait bien de faire telle feature comme ça et ils ne s'ennuieraient plus, ils seraient occupés. Tout ça, c'est des mauvaises raisons. Hein. Ou la compétition là oui, mais bon, ça a peut-être été un four pour la compétition. Donc, quand on nous demande des choses et qu'on n'en est pas sûr, ou en tout cas qu'on est sûr qu'on n'a pas vraiment envie de le mettre dans la roadmap en tant que product manager, mais qu'on veut rester poli, entre guillemets, une bonne question, c'est now, next or not yet. Et ça décline la dynamique de la roadmap. Et à partir de là, on peut discuter. Il y a quelqu'un qui vous dit, il faut absolument ces features. Bon, now, next ou not yet. Donc, s'il dit now, ok, bon. Avant ou après cette autre fonctionnalité que tu m'as demandé hier, qui était aussi now. Donc, ça fait partie du processus de négociation et c'est important de pouvoir le faire. Et là, les trois petits mots now, next, not yet, c'est une super méthode pour je n'ose pas dire pour calmer, mais en tout cas pour essayer de canaliser les demandes. Cinquième, je crois que j'en suis au cinquième. Le cinquième, c'est se focaliser sur les features. Et donc là, on arrive à un truc, donc déjà, ça ressemble à une to-do, parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'arrive plus à lire. On n'a pas envie de lire ce genre de choses. Ça c'est pas efficace. Peut-être que le technicien au fin fond, il va retrouver son petit item et donc il sera content. Mais ça, c'est illisible pour un client ou un prospect. Donc, si vous mettez trop d'items, ça devient une liste à l'après-vert et on n'en voit jamais le bout. Donc, product manager, c'est faire des choix. Il faut garder les choses simples et pas oublier vraiment la big picture quand on crée une roadmap. Allié à ça, c'est quand on fait une roadmap et qu'on commence à planifier et qu'on ne se met pas de buffer. Alors, naturellement, personne ne pouvait prédire le Covid-19, mais c'est typiquement, c'est pas typiquement, mais c'est le genre de choses qui peut arriver. On peut avoir un lead dev qui a un accident de moto, on peut avoir la testeuse super forte qui tombe enceinte, on peut avoir une canicule, on peut avoir un ouragan, on peut avoir une grève de métro, que sais-je. Il faut toujours se mettre quand même un peu de buffer
dans tout ça. Autrement, tout le monde sort épuisé. Et de toute façon, c'est reculé pour me sauter. À un moment, la machine humaine a besoin de se régénérer. Donc, vaut mieux qu'elle le fasse de temps en temps, enfin, régulièrement, que de s'arrêter pendant et de faire un burn-out. Et ça me fait penser aussi, c'est que aussi, je le vois assez souvent, un product manager, ce n'est pas un project manager, comme un product owner, ce n'est pas un scrum master. Et quand je vois des annonces des annonces de job qui disent je veux un multitâche Scrum Master PO, je dis ok, bon, ça c'est quelqu'un qui n'a pas compris quel était le rôle d'un Scrum Master ou quel était le rôle d'un PO, dans Product Owner dans la méthode agile. C'est pareil pour le Product Manager, c'est pas un Project Manager, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire quelques activités de gestion de projet, mais ce n'est pas son boulot non plus. Voilà. Alors ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. La photo est horrible, mais c'est d'être trop agile. Alors quand je parle agile, là, je ne veux pas parler méthode agile. Je veux dire, une roadmap, ça indique, ça suit le cap. Donc, on a le but et donc la roadmap, le cap, c'est pareil. Ça doit, et donc, on peut faire des modifications à la marge. Mais on ne fait pas des tournants à 90 degrés ou des volte-face à chaque fois qu'on va voir un client ou un prospect pas content. Donc, une roadmap, ça doit être relativement périn dans le temps, mais pas pas non plus couler dans le béton. Donc, il faut être agile, mais pas trop. Là, ce type-là sur cette photo, il est trop agile, c'est horrible à regarder. Voilà. Maintenant, je fais un tout petit peu de pub. Pour ceux qui sont intéressés par la méthode agile, là, pour le coup, là, j'ai mis un grand A, c'est du vrai agile. J'ai mis un lien, ça peut intéresser. C'est 5 vidéos d'1 minute qui expliquent les 5 grandes bêtises quand on fait de la méthode agile, les pièges à ne pas tomber. Franchement, c'est hilarant. Je vous conseille d'aller voir cette playlist. J'ai regroupé les 5. Moi, j'y vais de temps en temps et ça me remonte un peu ça me remonte le moral souvent quand je le fais. Autre point, quand on crée une roadmap, c'est d'être obsédé par ses concurrents. Quand on est et donc de jouer sans cesse du catch-up. Et là, faire ça, ça veut dire livrer demain la technologie que d'autres ont livrée hier. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, quand on peut se laisser, d'où l'importance, je veux dire, des roadmaps, en particulier pour des jeunes pousses, des jeunes startups, il ne faut pas se tromper parce qu'une fois qu'on a pris du retard, c'est très difficile d'aller le combler. Ou alors, il faut rebondir en ayant une autre idée ou un point disruptif. Voilà. Et donc, avoir une roadmap, c'est naturellement anticiper l'avenir. Et c'est pour ça que c'est si important. Enfin, dans mes derniers points, j'ai le one size fit all. Ça aussi, on pense qu'une roadmap, il n'y en a qu'une et il n'y a pas 36 roadmaps. Naturellement, entre 1 et 36, il y a plein de chiffres. Et le one size fit all, ça ne marche pas à tous les coups. Et ça marche même très rarement. Donc, c'est pareil pour la roadmap. Donc, on doit pouvoir venir avec une roadmap qui vienne sous forme de flavor, voilà, de variantes, suivant les marchés ou les pays, mais qui sont faits du même ingrédient. Et le meilleur exemple que je trouvais, c'était les macarons. Les macarons, c'est du sucre glace, du blanc d'œuf mélangé, et puis ensuite, on rajoute de la couleur avec quelques colorants, une confiture différente entre les deux. Ça a un goût différent, mais foncièrement, c'est un macaron. Et ce sont tous des macarons, ils sont tous de la même qualité, etc. Donc le one size fit all ne marche pas, la roadmap ne fait pas exception. Il ne faut pas hésiter à avoir des variantes pour différents marchés, ne serait-ce que des variantes dans la présentation des roadmaps pour différents marchés. Le marché US et le marché de l'Afrique subsaharienne, ça n'a rien à voir.
Et ce n'est pas indécent d'avoir deux roadmaps qui se ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait pareils. Parce qu'on n'aura pas mis en avant un item très important aux US et dont en Afrique, ils n'ont rien à faire ou inversement. Là aussi, c'est une étape que les product managers ont tendance à oublier, ça je l'ai vu, c'est de ne pas faire approuver sa roadmap, de ne pas avoir le buy-in. Le buy-in à la fois de ses stakeholders ou le buy-in de ses dirigeants. Et naturellement, il est aussi illusoire de vouloir faire l'unanimité. L'unanimité, c'est l'exception, hein, naturellement, c'est l'idéal, mais c'est quand même très, très rare. Et donc, on ne peut pas faire l'unanimité. En tout cas, il ne faut pas essayer à se fixer comme objectif de faire 100% l'unanimité, parce que là, on n'arrive à rien. Par contre, il faut avoir des méthodes et des techniques pour pouvoir faire de la diplomatie et puis tourner les sceptiques en des gens qui sont en faveur. Voilà. Donc, il y a la fameuse matrice avec les all defenders, les sleeping dogs, les silent partners et les fans. Donc, vous avez à l'horizontale la position sur la problématique, là en l'occurrence sur la roadmap. Est-ce que je suis contre ou est-ce que je suis pour? Et la volonté de supporter ou de tout casser. Donc, est-ce qu'on est passivement comité ou on est. Alors, c'est pas ça, c'est pas la volonté de tout casser, mais c'est le soutien, le niveau de soutien que l'on peut avoir. Est-ce qu'on est plutôt des gens passifs ou plutôt des gens actifs? Ben, quand vous avez quelqu'un qui est dans la case All Defender, c'est-à-dire qu'il est foncièrement contre et en plus il est activement comité à être contre, si vous êtes sûr de votre fait, la technique, c'est d'essayer de le passer dans la case Sleeping Dogs. C'est que, bon, bah, il est contre, mais au moins, il arrête de le crier sur les toits. Dans le même, à l'inverse, si vous avez quelqu'un qui est plutôt pour ce que vous avez proposé, mais qui est plutôt passif, ben, il faut essayer de le motiver pour qu'il devienne un fan et qu'il puisse faire, entre guillemets, votre publicité. Et puis, il y a une troisième flèche que je n'ai pas mis, mais de faire passer les sleeping dogs vers les silent partners. Alors, essayer d'avoir plus de gens dans son camp. Donc, ce sont des techniques de diplomatie, si j'ose dire, mais c'est très important pour obtenir l'adhésion ou au minimum obtenir qu'on ne vous casse pas, la roadmap, votre roadmap. Alors ça, c'est l'erreur la plus stupide que je connaisse, c'est de garder la roadmap et de jamais la partager. Donc là, moi, il y a quelques années, j'avais suivi une conférence de Henri Decastre, qui est l'ancien patron de AXA, qui avait fait une conférence à des anciens élèves sur quel était le rôle d'un CEO. Et il avait pris une analogie et il parlait de la vision et il disait un CEO doit partager sa vision. Et il faut absolument partager sa vision et partager sa vision à tous les étages de son entreprise, pas la réserver soit à ses fidèles, soit ne serait-ce qu'à son codir une caste, entre guillemets, de dirigeants. Non, la roadmap, elle doit être partagée à tous les niveaux. Et il avait donné comme analogie, imaginez un sergent en patrouille dans la jungle avec ses 10 soldats. Bah, s'il n'a pas dit à ses 10 soldats quel était le but de la patrouille et qu'il se fait tuer, eh bien, ce n'est pas un homme qui est mort ou qui est un homme qui est à terre, c'est 10. Enfin, c'est 10 plus 1, c'est 11. Parce que les 10 autres, ils ne savent pas où aller et donc ils sont perdus, ils deviennent perdus pour la bataille et inefficaces. Donc la roadmap, ça doit se partager. Moi, je le répète pratiquement tous les jours. Et enfin, une roadmap, ça doit raconter une histoire.
Et là, on rejoint le storytelling. Et ça, c'est des techniques de publicitaires. Quand on va regarder une pub à la télé, eh bien, celle qui accroche, c'est celle qui raconte une histoire et sur lesquelles l'audience accroche. Donc, parmi les pubs, moi, il y a une pub qui m'avait vraiment très frappé et qui avait un vrai storytelling. C'est le petit garçon qui a la bouche pleine de mousse au chocolat et qui dit devant sa mère à son poisson rouge, quand même Maurice, tu exagères. Sous-entendu, c'est Maurice qui a mangé, c'est le poisson rouge qui avait mangé la mousse au chocolat. Bah, ça a une publicité qui a eu un impact formidable parce qu'elle racontait une histoire. Bah, la roadmap, c'est pareil, ça doit raconter une histoire. Si ça ne raconte pas une histoire ou si vous ne pouvez pas la raconter comme si c'était une histoire, alors c'est que la roadmap, elle n'est pas assez efficace et qu'elle ne sera pas assez percutante. Et ben voilà, j'ai fini. Alors, des questions? Alors, je vais regarder. Alors, déjà, dans le chat, but égale vision. Vous pouvez poser vos questions. D'accord. Dans la méthode RICE, le reach est la valeur business. Ben, en fait, ce qui est la valeur business, c'est le reach multiplié par l'impact. C'est ça qui fait la valeur, la vraie valeur business. Donc, le reach, c'est, vous voulez, admettons que vous ayez un parc de 100, vous avez un parc de 100 clients, et, admettons que ce soit que des clients, voilà. Admettons que vous avez un parc de 100 clients, et puis il y a une feature, ben, en fait, elle est super importante, mais elle s'adresse qu'à 3 de ses clients. Le reach, ben, ça va être 3%. Voilà. Et par contre, ben, l'impact, c'est peut-être 100%. Donc, ça va peut-être faire 3 fois 100, donc une valeur de 300. Et vous pourriez avoir une autre feature, une autre fonctionnalité qui va avoir un reach qui va pouvoir être applicable ou intéresser 50 de vos 100 clients, mais dont la valeur, mais dont l'impact est ridicule. Et donc, le score, bah, ça va faire 50 fois 1. Bah, par exemple, ça fait 50. Et donc, en tout, il vaut mieux faire la feature avec qui va toucher que 3 clients, mais qui a un très gros impact, plutôt que faire l'autre qui a un très faible impact, mais un grand reach. Alors, catch-up égale rattrapage, oui. Alors, je n'ai pas bien compris la méthode now, next or not yet. C'est juste une méthode pour pouvoir, entre guillemets, contenir vos interlocuteurs. En tant que product manager, théoriquement, si vous êtes un bon product manager, vous êtes surchargé tous les jours avec des demandes de gens qui vous disent tel client a demandé telle feature, il va nous lâcher si on ne la fait pas. Ou ce serait bien d'avoir ça en plus parce que ça améliorerait la satisfaction client, etc. Et donc, si on n'y prend pas garde, on se retrouve avec une liste à l'après-vert et on ne sait plus trier. Et donc, l'une des premières choses, ben, c'est essayer de comment dire, réduire le pipe à l'entrée, en tout cas de filtrer. Et si vous pouvez avoir, en plus de, il faut absolument il faut telle fonctionnalité, si vous pouvez avoir du demandeur son degré d'urgence, ben, que je traduis par now, next or not yet, ben, vous avez quand même un argument en plus pour pouvoir la prioriser de façon adéquate. Merci Patrick. Donc, je vais passer aux questions. Alors, comment se porte le marché du product management en freelance en ces périodes spéciales par rapport à avant la crise du coronavirus? Eh bien, je pense que Malte pourrait répondre, mais il y a eu je crois, il y a un article dans Le Monde du patron de Malte disant qu'il fallait, qu'il disait aux dirigeants d'entreprise, continuez à prendre des freelances. En tout cas, c'est beaucoup plus calme, ça c'est sûr. Alors, sur de l'agile, une roadmap est à faire aussi. Alors, la réponse pour moi est oui.
Il faut faire une roadmap. Et l'agile, même si on est dans une pure méthode agile avec en Scrum, avec des cycles de 2 semaines, il faut avoir une roadmap à long terme. Et c'est ça qui fait aussi, pour moi, la différence entre un PO, un product owner et un product manager. Le product manager doit aller un peu plus loin. Et après, le PO, il va décliner avec sa team sur son Scrum et sur ses spécificités. Mais avoir une roadmap, oui, même quand on est en méthode agile, il faut avoir une roadmap, même si ce n'est pas elle qui va driver le truc au jour le jour. Mais ça permet quand même de se clarifier les idées parce que on ne va pas se poser la question tous les 15 jours, qu'est-ce qu'on fait le 15 jours suivant? Il faut aller un peu plus. Si je comprends bien, on aura la presse. Oui, oui, on aura la presse. Alors, quels sont les outils que vous recommandez pour créer, maintenir, partager une roadmap? Donc là, il y a plusieurs outils. Donc, il y a des outils, entre guillemets, les bons vieux outils, Excel et PowerPoint. Ça marche toujours. Voilà. Et maintenant, il y a plein d'outils en ligne qui arrivent donc, et qui sont là depuis quelques années. Donc, ce que je peux recommander, c'est AHA. C'est une boîte de soft américain qui avait un produit pas mal, qui était même très bien. Et, enfin, moi, je l'avais regardé il y a 5 ans, donc depuis, je n'ai pas vraiment regardé. Mais qui permet de prioriser ses items, d'avoir la notion spatio-temporelle. C'est très point and click. Et franchement, c'est pas mal. C'est un outil SaaS. Et puis, il y a un Français qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps, avec qui j'étais en contact, et il faut que je retrouve. Et je pense qu'il s'appelle Harvester. Je ne suis pas sûr. Non, alors ça, c'est les restaurants. Il faudrait que je retrouve comment il s'appelle, comment il s'appelle, mais je crois qu'il s'appelle Harvest, mais il a un nom un peu comme ça à coucher dehors, qui est un éditeur français et qui fait aussi un outil de création pour créer une roadmap et surtout pour collecter les besoins. Donc, ils ont tout un outil où ils peuvent se connecter à du Salesforce ou à d'autres outils de collecte ou par mail pour aller récupérer les besoins et ensuite avoir un backlog complet. Et à partir du moment où il a ça, on peut commencer le product manager peut commencer à prioriser. Une nouvelle question ci-dessus. L'agile gère la roadmap par le backlog et sa priorisation, oui, en début de sprint. Oui, bien sûr, mais pour la période du sprint. Donc, ça, c'est voir petit. Donc, une roadmap doit avoir une vision un peu plus longue. Donc, avoir une vision plus longue pour se dire, OK, voilà, sur les prochains sprints, je suis sur tel item, mais ensuite, je vais être sur un tel autre item. Et j'ai un autre Scrum qui va traiter de ce sujet-là. Il y a un autre qui va traiter de ce sujet-là. Et il y a ce quatrième sujet qu'il faut absolument que je traite, mais l'équipe qui devrait être en charge, elle est déjà surchargée. Donc, il faut que je crée il faut que je dédouble cette équipe, etc. Donc, c'est en agile, il faut aussi une harvest.io. Merci François. C'est effectivement ça. Donc, François l'a mis dans le chat. Oui, donc l'agile doit avoir la vision et dans les grandes lignes le comment, même si l'agile c'est empirique et ça risque de changer. Empirique, le mot est peut-être un peu dur, mais l'agile, ça permet effectivement les méthodes agiles permettent effectivement par ces boucles récurrentes avec le client et avec le demandeur de pouvoir s'ajuster.
s'ajuster dans le temps et pour pouvoir aller sur le bon chemin. Maintenant, la roadmap, elle trace quand même la direction. Donc, si vous faites en méthode agile et que tous les 15 jours, vous passez de droite à gauche, bah, ça ne va pas marcher. Ça me rappelle le temps du dev, du Node B, PO, PLM, R&D. Oui, merci Christophe. Effectivement, c'était ça, ça rappelle ça, même si à l'époque, les méthodes agiles, c'était quand même très, 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 comment dire, adapté dans le monde d'Alcatel-Lucent, ou pour pas dire dépravé. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour.